Bonjour à tous, salut les amis, bienvenue pour ce nouveau numéro des news mobiles. Ça me fait plaisir de vous retrouver. On ne perd pas plus de temps. On débute tout de suite l'épisode numéro 6 des news mobiles. C'est parti. Apple nous prépare peut-être quelque chose de vraiment différent pour les futurs étuis des futurs écouteurs AirPods. Je vous avais dit il n'y a pas longtemps dans une précédente vidéo que Apple était en train d'essayer d'intégrer l'USB-C au futur étui des futurs AirPods Pro. Je ne sais pas du tout si ce concept va aussi être intégré pour les futurs AirPods Pro. En tout cas, j'ai une image d'un brevet plutôt intéressant où on y voit un croquis d'un étui de AirPods qui intègre un écran tactile. Alors, que faire avec un écran tactile sur un étui d'écouteur? Eh bien déjà, tout simplement, interagir avec sa musique. Tout ce qui est avance, retour, changer de musique, play, pause, le volume, bien sûr, on pourra le faire avec. On pourra, je pense aussi, interagir avec les notifications, répondre à un appel depuis cet écran. Pourquoi pas aussi imaginer activer ou pas la réduction de bruit, communiquer et interagir avec Siri. Tout ça sans sortir l'iPhone de sa poche ou de son sac, ça pourrait être assez pratique, assez intéressant. On voit ici un dessin, enfin un concept, attention, ce n'est vraiment pas quelque chose d'officiel. On y voit un étui d'AirPod avec donc un écran tactile, ça donne une petite idée de ce que ça pourrait être. Et d'ailleurs, on voit aussi une prise USB-C. Attention, tout ça n'est pas nouveau, Apple n'est pas en train de révolutionner la chose, tout simplement parce qu'en janvier de cette année, JBL a sorti ça, des écouteurs intra-auriculaires avec leur étui équipé d'un écran tactile où on peut faire absolument tout ce que je viens de vous dire. On y voit même l'heure et la capacité de batterie restante dans l'étui, mais également dans les écouteurs. C'est vraiment très intéressant. On ne sait pas vraiment si Apple va le faire ou pas, tout simplement parce que dans la majorité des cas, la très grande majorité des cas, les brevets ne restent que des brevets. Bien souvent, ce n'est pas traduit dans la réalité. Souvent, les brevets sont même là plutôt pour pouvoir sécuriser, protéger un concept ou une idée, pour éviter de se la faire voler. On ne sait pas si Apple va vraiment le sortir. Ça pourrait être intéressant si d'autres constructeurs, comme je vous ai montré, JBL l'a sorti, c'est qu'il y a un public, c'est que c'est potentiellement intéressant. À voir donc ce que Apple va faire. En tout cas, c'est même plutôt rassurant de voir ce genre de concept. Ça veut dire que Apple travaille toujours à essayer d'améliorer, à chercher des nouvelles idées, des nouveaux concepts pour tel ou tel périphérique, inventer d'autres choses et donc des nouveaux usages. Je ne sais pas si ça sera vraiment le cas pour celui-là. En tout cas, dès que il y a des informations un peu plus croustillantes, intéressantes et surtout réelles dessus, ça sera sur la chaîne comme d'habitude. Vivo vient tout juste de lever le voile sur son futur smartphone pliant, le X Fold 2, successeur du X Fold premier du nom, qui était vraiment pas mal. Apparemment, Vivo a mis vraiment le paquet au niveau caractéristiques techniques. Déjà, esthétiquement, le smartphone paraît vraiment joli et j'ai l'impression que vraiment il sera plutôt costaud parce qu'en effet, déjà, ça sera le premier smartphone pliant équipé du tout nouveau très haut de gamme processeur de chez Qualcomm, le Snapdragon 8 Gen 2, le même processeur qui équipe par exemple le Galaxy S23 Ultra, donc un processeur très puissant, mais aussi très efficient, qui équilibre beaucoup de choses au niveau de la batterie, un processeur très économe, qui va donc équiper ce smartphone pliant. On a une photo déjà de ce smartphone, on voit ici un smartphone plutôt joli. Au niveau de sa présentation officielle, parce que là c'est juste dévoilé. La présentation officielle, on parle de ce mois-ci, mois d'avril, c'est pas encore certain. Et pour la sortie, pour l'instant, on ne sait pas. Je pense que Vivo va très prochainement communiquer dessus. Pareil, pour le prix, on ne connaît pas les détails, mais vu que le Fold 1, enfin premier du nom, était autour des 1100-1200 euros, tout dépend un petit peu de la configuration choisie au niveau de la capacité mémoire, on imagine très bien ce X Fold 2 à peu près au même tarif, voire un peu plus élevé. Pour le reste des caractéristiques techniques en dehors de ce processeur, donc 8 Gen 2, on sait déjà que ce smartphone sera équipé de deux capteurs digitaux, un pour la dalle interne et un autre pour la dalle externe. Ça permet d'être très pratique, une utilisation très pratique. La batterie sera d'environ 4800 mAh, normalement si rien ne change, avec une capacité de recharge de 120 watts et aussi une recharge sans fil à induction de 50 watts si je ne dis pas de bêtises.
Pour le capteur photo principal, c'est un capteur Sony de 50 mégapixels avec bien évidemment une stabilisation optique. Les écrans, ce sont toutes les deux des dalles de chez Samsung. Pour l'écran interne, on a une dalle de 8 pouces pardon, avec une résolution de 2K, un taux de rafraîchissement LTPO donc de 1 Hz jusqu'à 120 Hz. Pour la dalle extérieure, c'est là une dalle de 6,5 pouces, toujours de chez Samsung, avec une définition plutôt sympa en Full HD+, et là un rafraîchissement de 90 Hz. Sincèrement, ça paraît vraiment costaud, ça paraît vraiment solide. On attend des nouvelles déjà de la disponibilité et surtout du prix, parce que techniquement, c'est vraiment costaud. Vivo fait vraiment du très bon matériel. On attend avec impatience ce X Fold 2 qui sera bien sûr en vente chez nous en France. Vous savez les amis, ce que je pense du benchmark, ces fameux tests de puissance brute pour savoir un peu où se situe un smartphone par rapport à la concurrence. Ça donne une ligne directrice pour savoir ce qu'il est capable de faire théoriquement grâce à sa puissance affichée via les résultats de ces benchmarks. Personnellement, j'en pense pas que du bien. Comme je l'ai dit, ça donne quand même une indication du potentiel de l'appareil. Mais personnellement, je préfère plutôt l'expérience utilisateur, ce que l'appareil, le smartphone, va m'apporter en termes de confort d'utilisation tous les jours. À la sortie de la nouvelle gamme S23 de Samsung, il y a évidemment, et comme à chaque fois, des benchmarks et des comparaisons de rapidité et de puissance entre le S23 Ultra, qui était le top de la gamme, et le 14 Pro Max ou d'autres appareils comme le Pixel 7 Pro de Google. Mais à chaque fois, malgré des résultats vraiment très impressionnants pour le S23 Ultra, il était quand même en dessous du 14 Pro Max. En effet, le processeur Bionic de l'iPhone 14 Pro Max et un cran au-dessus, numériquement parlant, au 8 Gen 2, le Snapdragon 8 Gen 2 qui équipe le S23 Ultra. Mais ceci ne sont que des chiffres, ce ne sont que des tests à base de chiffres qui donnent, comme je l'ai dit, une indication, mais pas plus. Ça ne reflète pas l'utilisation au jour le jour que vous allez avoir avec votre smartphone. Et là, c'est très différent. Et une équipe du site In-Depth Tech Reviews a eu la bonne idée de soumettre ces trois smartphones, le S23 Ultra, le 14 Pro Max et le Pixel 7 Pro de Google, à un test beaucoup plus représentatif d'une vie de chaque jour, et en tout cas un test très extrême, beaucoup plus qu'un bench, un Geekbench par exemple, ou un Antutu, un test qui pousse les appareils dans leur dernier retranchement. Il était question pendant une période de 30 minutes de participer à une conférence Microsoft Teams, de pouvoir lire aussitôt une vidéo en 2K sur YouTube, de faire aussi des recherches sur Google Maps et en même temps de jouer au jeu Asphalt 9. Tout ceci, ce sont des applications relativement gourmandes et pendant une période de 30 minutes très précisément. Ça permet vraiment de pousser le smartphone dans ses retranchements au niveau de la chauffe et de l'utilisation de batterie. Et la surprise, c'est que finalement, le S23 Ultra, il n'est pas si mauvais que ça. En effet, au bout de 14 minutes, le Pixel 7 Pro a été le premier à sentir quelques malaises. Il a carrément décroché au niveau du réseau et même été jusqu'à diffuser des messages de surchauffe et s'arrêter littéralement. 5 minutes après, c'est l'iPhone 14 Pro Max qui commençait à pas très bien se sentir. Au bout de 19 minutes, il a dû faire face à de sérieux problèmes de décalage extrême. Et en fin de compte, le S23 Ultra a été jusqu'au bout des 30 minutes de test, quasiment sans broncher. Il a augmenté sa température jusqu'à environ 47 degrés, alors que l'iPhone s'est rapproché dangereusement des 50 degrés. La luminosité, il l'a tenue jusqu'à la fin, alors qu'au bout de quelques minutes, l'iPhone a été obligé de baisser la sienne. Bref, les benchmarks, c'est pas mal, ça donne une indication. Pour ma part, j'y vois un peu plus quelque chose de genre geek à la plus grosse. C'est pas très important, mais ce genre de test, et puis surtout, l'expérience que vous avez tous les jours avec votre smartphone, alors là, on parle du S23 Ultra et du 14 Pro Max, mais on peut très bien dire que vous avez un téléphone Sony Xperia, vous pouvez très bien avoir un Oppo, un Vivo, ce que vous voulez. Le plus important, c'est votre utilisation, ce que vous en avez besoin, et la satisfaction que vous apporte ce smartphone. C'est tout. Qu'il soit meilleur ou moins bien au niveau des benchmarks, Antutu, Geekbench, ça veut absolument rien dire à part, comme je l'ai dit au début, une petite indication d'où il se situe au niveau hiérarchique
et on imagine le potentiel qu'il peut avoir. Mais un smartphone potentiellement moins puissant, comme on l'a vu dans ce test, ne veut pas dire que dans le fait réel, dans la vie de tous les jours, il le sera vraiment. Il y a 3 mois, Motorola avait présenté pour la Chine le X40. Aujourd'hui, il lève le voile sur la version internationale. Pour nous, ce sera le Edge 40 Pro. Le smartphone a toujours la même fiche technique qui est plutôt musclée. Il montre ça à travers une vidéo de présentation. Le smartphone est toujours aussi joli avec un écran qui a la particularité d'avoir les 4 côtés incurvés. Sa définition est de Full HD+, avec une compatibilité HDR10+. Il a la particularité également d'avoir une fréquence d'affichage très élevée, non pas de 120 Hz, mais de 165 Hz. Vraiment pas mal pour ceux qui jouent sur leur smartphone. Il est équipé en plus du dernier processeur à la mode, le Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, avec 12 Go de RAM et une capacité de stockage qui peut aller jusqu'à 256 Go. Sa batterie fait 4600 mAh avec une recharge vraiment rapide de 125 watts. Motorola promet d'atteindre 50% de charge en seulement 6 minutes. C'est vraiment intéressant. Le smartphone est vraiment bien équipé aussi au niveau des capteurs avec un capteur de 50 mégapixels. Il est étanche à IP68 et il a la particularité de ne pas être trop lourd, seulement 200 grammes. Ça fait du bien aujourd'hui avec tous les mastodontes qu'on a maintenant dans les poches. Il a aussi la très belle idée de ne pas être trop cher, en dessous des 1000 euros. On parle de 899 euros pour ce smartphone qui vient concurrencer directement les Pixel 7 Pro et les nouveaux Galaxy S23. Il est déjà disponible depuis ce 4 avril dernier. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous inquiétez pas, l'actu revient très vite et très fort dès demain. J'ai déjà pas mal de sujets à traiter. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, les pouces, les abonnements, les cœurs, les partages, tout ce que vous voulez. De toute façon, vous connaissez la musique. En attendant, moi, je retourne bosser parce que l'actualité n'attend pas. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Portez-vous bien. À très bientôt. Bye bye.